Bonjour Jonathan. C'est le deuxième épisode de ma deuxième saison de Causerie Rugby. Tu seras le premier sur YouTube. La première question que je pose à tout le monde, c'est comment tu as commencé le rugby? Comment j'ai commencé le rugby? Bah écoute, moi j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai commencé le rugby et je l'ai très vite arrêté puisque tout premier entraînement à Montmorency dans le nord-ouest de la région parisienne, dans le Val d'Oise, je me retrouve sur les terrains à faire un premier tour d'échauffement et à me rendre compte rapidement que le terrain est très grand, qu'il y a beaucoup de joueurs, que l'entraîneur est aussi immense et en fait je me sentais vraiment tout petit dans cet univers-là et en fait je finis dans les bras de mon père en pleurant et donc le rugby s'est arrêté au moment même où il a commencé et donc dans la foulée j'ai fait une carrière un peu on va dire moyenne de karaté et de basket. Ça s'est très bien passé dans le judo. Et en fait, je commençais à me sentir un petit peu à l'étroit dans le dojo. Et mon père, qui avait monté une équipe entreprise, m'a proposé de venir avec lui pour m'entraîner. Je devais avoir 8 ans à peu près. Et donc, j'ai repris goût au rugby avec mon père. Et cette fois-ci, ça me paraissait pas trop grand. Bien au contraire, j'appréciais cet espace-là qui contrastait avec le dojo. Et puis, bah, depuis 8 ans, j'ai une carrière de 23 ans. Tu intègres rapidement le centre de formation du Racing Métro 92, qui est devenu Racing 92. Tu fais des piges avec l'équipe de France U20. Ouais. Donc, tu fais le tournoi mondial en Afrique du Sud. Tu fais quelques matchs. Quel souvenir t'en gardes? Bah écoute, en fait, j'en garde un super souvenir parce que pour moi, c'était le début on va dire, du professionnalisme dans le rugby. Alors, j'avais pas encore de contrat pro, j'avais un contrat espoir, mais du moins, c'est le moment où je me suis rendu compte que les choses allaient devenir sérieuses, puisque je quitte en effet mon petit club de Montmorency où je suis finalement retourné après l'avoir quitté prématurément. Jusqu'à peu près 15 ans, je reste dans ce club et ensuite j'intègre le Sport Études La Canale, qui est un lycée dans lequel on va faire du rugby tous les jours quasiment et qui rassemble les meilleurs joueurs d'Île-de-France, une dizaine par génération. Et en fait, à ce moment-là, bah, déjà, les choses commencent à devenir très sérieuses et en parallèle, j'intègre le Racing et donc je découvre vraiment le haut niveau. Donc pour moi, c'était me rendre compte que là, le rugby devenait autre chose et prenait une autre dimension que simplement le mercredi et le dimanche avec les potes de Montmorency, mais c'était vraiment quelque chose de plus grand et qui pouvait me tracer une carrière de professionnel dans ce sport-là. Et donc voilà, j'en garde un très bon souvenir parce que la découverte du haut niveau, le Racing qui avait aussi une forte exigence, aussi l'univers du centre de formation où tu es en internat, où voilà, vraiment tu vis et tu respires rugby toute la journée, et chose que j'avais pas eu à faire depuis que j'avais commencé. Donc voilà, je garde vraiment ce souvenir du début du haut niveau et du fait que le rugby pouvait devenir pour moi quelque chose de plus grand que juste un passe-temps. À ce moment-là, si je me trompe pas, on est en 2012. Euh, c'est le moment où c'est que tu rejoins aussi l'équipe de France à 7. Tu fais ton premier Mhm. tournoi. Euh, Qu'est-ce qui change euh, entre justement le 7 et le 15? Et après, dans un Mhm. deuxième temps, on en parlait tout à l'heure en off, qu'est-ce qui peut amener, qu'est-ce que le 7 peut amener au 15 et du coup inversement? Ouais, bah écoute, en effet, je suis à la Canale. À ce moment-là, il y a notre entraîneur qui traîne un petit peu, qui traînait un peu dans les couloirs, certainement pour nous dire de se bouger. Et je parle un peu avec lui et il me dit, ah bah tiens, ce week-end, on a un tournoi en Île-de-France, on a un joueur qui peut plus participer. Est-ce que ça te tente de jouer avec l'équipe d'Île-de-France de rugby à 7 et participer à ce tournoi régional? Et donc je lui dis oui. Et à ce moment-là, je fais ce week-end-là. Ça se passe très bien pour moi sur les terrains de rugby à 7. C'est mes premières confrontations à 7. Et on gagne d'ailleurs ce tournoi avec l'équipe d'Île-de-France. Et j'ai la chance que Frédéric Pomarel, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7, soit dans les tribunes à ce moment-là. Et après, derrière, il me propose de venir sur un championnat d'Europe. C'était en Roumanie à l'époque pour jouer mon premier tournoi de rugby à 7 européen. Ça se passe très bien et de fil en aiguille, je continue dans le 7, en effet, jusqu'au Pôle France où au Pôle France, je joue mes premiers tournois mondiaux, notamment en Nouvelle-Zélande. Et on me propose un contrat pro de rugby à 7. Alors qu'en parallèle, on me proposait au Racing un contrat espoir avec cette équipe-là. Et donc, je fais le choix du rugby à 7, essentiellement parce que c'était un jeu déjà qui est un jeu d'espace, là où le rugby à 15, je le voyais surtout comme un jeu vraiment de confrontation, d'impact, de contact. Et c'est d'ailleurs ça aussi, hein, que je pense que le rugby à 7 peut vraiment apporter au rugby à 15, c'est cette gestion des duels, cette gestion des 1 contre 1 dans des espaces réduits avec parfois assez peu d'inertie. Et, euh, et, euh,
Donc ça, un premier élément que le 7 peut apporter au 15. Et puis après, moi, ce qui me plaisait aussi beaucoup dans le 7, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix, c'est la dimension humaine du sport, puisqu'on voyage dans le monde entier, aux quatre coins du monde pour aller jouer les tournois. Donc ça a quand même un caractère, on va dire, découverte qui est fantastique, et explorateur qui est fantastique. Et ensuite, bien sûr, pour l'aspect olympique, puisque si on veut faire les Jeux olympiques dans le rugby, il faut que ce soit du 7. Donc voilà, moi, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi le rugby à 7. Et après, même si je devais tirer un peu plus ce que le 7 peut apporter au 15, bah, il y a bien sûr cet aspect aussi, gérer l'imprévu, s'adapter en permanence, puisque au rugby à 15, on est toujours, au rugby à 7, pardon, on est toujours dans l'inconfort des situations. On a un petit vestiaire qu'on partage en quatre. On a trois matchs dans la journée avec 2 à 3 heures d'intervalle. Il faut gérer une récupération de manière éclair. Il faut gérer une sieste de manière éclair. Il faut gérer les petits bobos et tout. Donc, voilà, on est toujours en fait en train de s'adapter à notre environnement et d'être performant dans un environnement turbulent et fait d'imprévus. Et ça, je trouve que ça apporte une capacité d'adaptation qui est quand même très intéressante pour le 15 et après derrière pour savoir s'adapter à toutes les situations, quoi. Mais du coup, tu l'as dit, le côté où tu joues plusieurs matchs à la même journée, il faut tout gérer, c'est même genre peut-être parfois compliqué. Comment tu le gères? Comment ça se passe? Ouais, bah écoute, en fait, c'est des protocoles qui sont définis à l'avance. Donc, on a un protocole qui est fin du match. On fait un débrief à chaud, c'est-à-dire sur le bord du terrain où on fait un débrief par rapport à ce qu'on s'était dit en début de match. Ensuite, après, on rentre dans le vestiaire. On fait directement la récupération. Donc, c'est souvent des bains de glace pour amoindrir les coups et augmenter et accélérer la récupération. Et ensuite, on fait une collation et cette collation, elle va être plus ou moins conséquence en fonction du temps qu'on a pour le prochain match, si on a plus de 2 heures ou moins de 2 heures. Et en parallèle, on a l'analyste vidéo qui nous donne les iPads pour qu'on puisse commencer à regarder nos matchs, faire un autocritique et les matchs à venir. Et une fois qu'on a bouclé cette analyse vidéo personnelle et cette collation, on part sur un temps de sieste. Et une fois là, et puis sieste et ou soins médicaux avec les kinés, docteurs, ostéo. Et une fois ce temps passé là, on repart sur un temps de débrief collectif à froid, où là, on va vraiment se poser une analyse vidéo sur ce qui a été, ce qui a moins été et ce qu'on va mettre en place pour le prochain match. Et on se projette déjà après dans la suite et on repart sur une préparation émotionnelle, physique, un échauffement et ensuite derrière match et rebelote, on va continuer à enchaîner ce protocole-là 2 à 3 fois dans la journée. Tu signes du coup ton premier contrat pro au Seven en 2012. Qu'est-ce qui change dans ta vie à ce moment-là du coup? Parce que tu passes du 7 au 15, tu l'as dit, c'est assez particulier. Mais Ouais. au-delà de ça, qu'est-ce qui change du coup ben, dans ta manière de vivre, etc. C'est une bonne question. Bah écoute, ce qui change, c'est que je voyage. Je voyage énormément. On passe quasiment les 2 tiers de l'année en tant que rugbyman professionnel à 7. On passe les 2 tiers de l'année en dehors de chez nous. Donc ça change beaucoup parce que bah, désormais, je suis moins là. Je suis moins là pour mes amis, pour ma famille, pour ma copine qui est aujourd'hui ma femme. Donc voilà, c'est des choses qui ont un impact au niveau de notre vie sociale et qu'il faut savoir mesurer et quelque part aussi manager. Et ensuite, après, bah, c'est aussi la visibilité, parce que ça reste quand même une équipe de France, donc on paraît un peu plus souvent dans les médias, on paraît un peu plus souvent dans les médias écrits ou télé et numériques. Et donc ça, bah, ça peut avoir des avantages comme des inconvénients, notamment quand tu as des contre-performances. Donc il faut savoir être costaud aussi sur ça et pouvoir accepter les critiques d'où qu'elles viennent. Euh, donc voilà, cette notion d'exposition. Et puis aussi, bien sûr, bah, la notion de compétition, de jeu, puisqu'on est une équipe de France. Donc même si on marche comme un club, puisqu'on s'entraîne tous les jours ensemble, on est aussi une sélection, puisque le week-end, ça reste le coach qui va, enfin le week-end, tous les mois quasiment, lorsqu'il y a des compétitions, le coach passe en mode sélectionneur et donc choisit 12 joueurs parmi le groupe de joueurs avec lequel qu'il a entraîné. Et donc, bah, voilà, qui dit sélection, dit aussi tension, nervosité et choix, quoi. Donc, tu sais que la menace, elle peut venir bien sûr des mecs avec qui tu t'entraînes au quotidien, mais aussi du groupe élargi, des joueurs que tu vois pas forcément, mais qui peuvent être sélectionnables. Donc, voilà, c'est une tension nerveuse un peu permanente, mais qui est de toute manière inhérente à du sport de haut niveau, puisqu'on est tous des compétiteurs et qu'on veut jouer le week-end et jouer le plus souvent possible, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça
qui change avec l'arrivée du rugby à 7 dans ma vie. Tu l'as dit, il y a ce côté-là où la préparation est différente, j'imagine. Il y a peut-être un côté un peu plus athlétique que tu dois avoir au Seven, que tu n'as pas forcément au 15. Euh, Niveau physique, dans la préparation, les différences, c'est quoi? Bah écoute, moi enfin de ce que je me souviens et de la façon dont je l'ai vécu, c'est sûr que le rugby à 7 c'est un sport où on va chercher une fibre athlétique beaucoup plus forte, avec fait d'explosivité et d'accélération. Et en fait, bah, je me retrouve moi passer d'un style de jeu où j'étais troisième ligne, le rugby à 15 sur un forme où j'étais plutôt un style très endurant, où j'étais assez peu en capacité de changer de rythme, c'est-à-dire d'accélérer, ralentir, qui est quelque chose de très important et clé au rugby à 7, le changement de rythme. Et donc, ben, voilà, je passe d'un mode où je suis très constant, on va dire, sur un match et avec assez peu d'accélération finalement et de décélération. Et là, je me retrouve à rentrer dans un sport où justement l'accélération et la décélération est le sel de la performance. Et donc, il faut adapter toute notre préparation en fonction de ça et donc progresser et développer des fibres musculaires particulières, des méthodes d'entraînement particulières qui vont me permettre après nerveusement et musculairement de pouvoir réaliser ces accélérations et décélérations. Donc voilà, ça passe par des sessions parfois plus courtes, plus intenses, nerveusement plus fatigantes. Et ça, il fallait l'encaisser aussi en parallèle bah, d'un environnement qui est en perpétuelle évolution puisqu'on ne fait que voyager, avec des décalages horaires, mais aussi il faut le gérer avec la pression de la concurrence, l'exposition grandissante des équipes de France et de l'équipe de France de rugby à 7, et bien sûr aussi le gap technique à combler dans le cadre d'une performance, parce que le rugby à 7, quand tu passes de troisième ligne le rugby à 15 à pilier au rugby à 7, tu as quand même une dimension technique et un gap technique qu'il faut pouvoir combler, notamment sur les longueurs de passe, sur la précision des mouvements dans les rucks, sur la lecture des trajectoires dans l'aérien. Donc voilà, tu as tout en fait, tout est un peu exacerbé à 7, même tout est complètement exacerbé à 7, et donc tu dois lever le curseur au niveau technique. Donc voilà, c'est beaucoup de choses en fait qui sont assez perturbantes, mais assez passionnantes parce qu'en fait tu sens vraiment que tu élèves ton niveau de manière significative quand tu passes à 7. Tu fais les JO en 2016 Ouais. à Rio. Comment tu apprends que tu es sélectionné? Est-ce que tu l'as déjà dans un coin de la tête? Tu sais déjà que tu vas être sélectionné? Comment ça se passe? Ouais, donc en effet, c'est un moment qui est assez particulier parce qu'on travaille pendant quasiment 4 ans, enfin même plus de 4 ans, du moment où on l'a su, je crois que c'était en 2012-2013. Donc on travaille pendant près de 4 ans pour être dans ce groupe-là. Donc c'est énormément de sacrifices. Et en effet, arrive le moment de la sélection. Et là, on était dans une salle au Centre national de rugby avec Frédéric Pomarel qui nous annonce sur PowerPoint de mémoire ou voilà, sur une slide l'effectif qui part pour Rio. Et donc moi, c'est à ce moment-là que je l'apprends. En réalité, j'avais quand même fait une plutôt bonne saison sur l'année qui précédait la sélection et même sur les années précédentes. Donc voilà, il faut toujours imaginer, enfin rien n'est jamais acquis. Maintenant, j'avais quand même un ressenti assez favorable concernant ma sélection, mais c'est bien de le dire, mais c'est surtout bien quand ça apparaît sur la diapo, et c'est ce qui est arrivé. Donc tant mieux pour moi. Et à ce moment-là, bah, voilà, j'apprends que je vais faire les JO. Maintenant, tu fais les JO que du moment où tu as foulé le terrain et que tu as joué les premières minutes. Avoir une annonce sur une diapo ne fait pas de toi un Olympien. Donc voilà, il fallait quand même après assumer les semaines d'entraînement qui ont suivi et qui ont pas été, sur lesquelles on n'a pas été ménagé, puisqu'il y a eu des phases de contact, il y a eu des phases de très haute intensité, il y a eu même, je crois, un match amical. Donc voilà, il fallait aussi être fort jusqu'au bout pour arriver sur le terrain, même si la sélection était sur le papier acquise. Et du coup, tu changes ta manière de te préparer ou pas du tout? Non, non, au contraire, c'est à ce moment-là, il faut absolument garder toute la stabilité que tu as construit parce que si ça a marché pendant 3 4 ans, il faut conserver ce qui a marché, que ce soit pour les JO, que ce soit pour un championnat du monde, que ce soit pour un championnat d'Europe. Et la clé, c'est d'être constant dans la performance, et pour trouver cette constance, il faut avoir une constance dans la préparation. Alors, c'est sûr que quand tu es plus jeune, on va dire que tu fais évoluer ta préparation pour trouver un peu la sauce secrète. Mais une fois que tu commences à te stabiliser sur une bonne préparation, qui te permet derrière d'arriver performant sur le terrain de manière constante. Au contraire, hein, les JO, en fait, le plus gros challenge, c'était surtout la pression médiatique et la pression de l'enjeu. Donc la pression médiatique, bah, forcément, c'est les Jeux Olympiques, c'est une exposition qu'on n'avait jamais vécue. Et la pression de l'enjeu, bah, ça reste quand même des Jeux Olympiques une fois tous les 4 ans. Donc c'est un moment assez unique qui peut parfois être paralysant. Donc voilà, il faut juste avoir conscience de ça et adapter un tout petit peu à la marge ta préparation si besoin. Mais moi, à titre perso,
Hormis la seule chose qui a changé, c'est que j'ai coupé mon téléphone sur les, je crois, 2 ou 3 jours qui ont précédé la compétition, parce qu'en fait, tout le monde se réveille du moment où tu fais les Jeux Olympiques, et ce qui est très bien. Tu reçois beaucoup, beaucoup de soutien et de support. Mais voilà, l'entourage peut être parfois ressource ou parfois peut être énergivore. Et il faut savoir bien distinguer la ressource de l'énergie et faire en sorte de se concentrer d'abord sur soi, de prendre ce qui est utile et nécessaire pour la performance, et ensuite après de traiter ce qui est un peu plus superflu dans un second temps après l'événement. Mais voilà, pas se tromper de priorité. T'as 584 matchs, il me semble, en Seven. Est-ce que tu Ouais. as un ou deux souvenirs, pour pas faire un choix, c'est peut-être compliqué de faire un choix, un ou deux souvenirs qui te passent par la tête, une anecdote à raconter, etc. Des souvenirs, ouais, bah, des souvenirs, j'en ai presque, alors, j'en ai pas autant que j'ai de matchs parce que ça ferait beaucoup, mais oui, j'en ai plein. Moi, j'adore enfin, j'aime beaucoup ce temps où le premier match des Jeux Olympiques, en fait, à Rio, on se retrouve contre l'Australie, on joue le tout premier match des Jeux Olympiques de la pratique de rugby à 7. Donc voilà, on sait qu'en joue en France-Australie, on sera les tout premiers à ouvrir le cycle olympique du rugby à 7, ce qui était assez cool. Et ensuite, on sait que France-Australie était dans notre poule. Déjà, le match à fort enjeu, puisque derrière, on avait l'Espagne et l'Afrique du Sud dans la poule. Et on savait que l'Australie allait être le gros match. Seuls les 2 premiers de la poule sortaient en quart de finale. Et il fallait absolument qu'on gagne l'Australie, parce que c'est notre match clé. Et en fait, on arrive à le gagner. Et ça, c'était fantastique. Et moi, je me rappelle vraiment avant même de rentrer sur le terrain, en fait, on a tout un passage en fait qui est donc tu sors du préfabriqué qui nous servait de vestiaire, tu marches un peu sur du bitume avec les crampons qui claquent, derrière tu arrives dans le couloir avec l'équipe australienne qui arrive aussi à tes côtés, et en fait là tu te rends compte que dans quelques minutes tu vas devenir olympien et que tu auras fait, tu seras voilà tu feras partie de cette petite population qui a eu la chance de les réaliser. Et en fait bah, tu le vois comme non pas une fin mais un début, et là se pose en effet voilà, la question de la suite. Et de toute façon, être olympien n'est pas une fin en soi, mais c'est d'aller plus loin dans la compétition et de prendre du plaisir qui est le plus important. Et voilà, moi, je me rappelle quand même de ce moment, malgré tout, dans le couloir où bah, tu te retrouves voilà, à l'aboutissement de 4 ans, plus de 4 ans de travail. Et ça, franchement, c'était un souvenir vraiment unique qui pour moi, reste gravé. Euh, Tu continues à quand même bien performer sur les années suivantes. Euh, T'es pas quelqu'un qui marque beaucoup d'essais en soi. Mhm. J'ai pas la stat exacte de combien tu as marqué, je sais pas si tu l'as, mais comment comment tu vis le fait de justement être décisif d'une manière un peu cachée? Ouais, bah, pareil, c'est une bonne question. Oui, non, alors je t'avoue que j'ai pas non plus la stat parce que n'étant certainement pas une stat record, je l'ai pas trop regardé, mais bon, je crois que ça doit être un essai tous les 2 tournois ou un truc comme ça. Enfin, c'est sûr que c'est pas conséquent. Et quelque part, moi, ça me dérange pas parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne compréhension de son rôle sur le terrain et de savoir ce que tu amènes. Moi, ce que j'amène, c'est des gains c'était des gains sur les ballons aériens, et c'est du gain sur les ballons au sol. Le gain sur le ballon aérien, tu as un essai quasiment toutes les 90 secondes au rugby à 7. Et donc, tu as tout autant de coups d'envoi. Et les phases de coups d'envoi, elles sont déterminantes pour donner la possession à une équipe. Et au rugby à 7, c'est un jeu vraiment de possession plus que territorial, comme ça peut être parfois au rugby à 15. Et donc voilà, rugby à 7, c'est un jeu de possession, il nous la faut, et les coups d'envoi, c'est la rampe de lancement idéale pour l'obtenir. Donc moi, c'est comme ça que je donnais la possession à mon équipe, qui après, derrière, allait transformer ses possessions en essais. Et tant mieux si je marquais, tant pis si je marquais pas. Mais pour moi, l'objectif, c'était de donner la possession à mon équipe et de remporter les ballons aériens. Et ensuite, derrière, tu as tout le combat au sol, qui en fait est surtout déterminant pour casser le momentum d'une équipe et casser leur inertie positive. Et donc, ça se traduit par des contre-rugs, ça se traduit par des ballons grattés. Et ça, de la même façon, c'est des ballons hyper précieux parce qu'en fait, tu vas casser la dynamique d'une équipe adverse. Et ça, idem, voilà, c'est parfois pour les puristes des choses qui peuvent être marquantes, pour ceux qui le sont moins, des choses qui passent au travers et donc voilà, et sur lesquelles on s'attarde pas forcément. C'est comme ça. Moi, ça m'a jamais vraiment frustré de ne pas marquer. Au contraire, je suis très content de ce que j'ai apporté sur le terrain, de mon rôle, et je comprends mon utilité dans le cadre du collectif. Donc voilà, j'ai jamais vu le rugby par seulement les yeux de ceux qui marquent, et ça me convient très bien, ce rôle d'apporteur de ballon, on va dire.
Et du coup, tu disais que tu as eu un rôle important sur les coups de renvoi. Tu travailles ta détente particulièrement ou pas du tout? Tu travailles ta détente, mais surtout ta lecture de trajectoire, puisque moi, je n'étais pas du tout le joueur qui avait la meilleure détente. Par contre, je mettais un point vraiment d'orgue et un point très important sur la lecture de la trajectoire. Ça, c'est un premier temps. Et le deuxième temps, c'est aussi la connexion avec le botteur, puisque faut imaginer qu'en fait, on marche toujours en symbiose entre un botteur qui va lui taper dans la balle pour donner le coup d'envoi et un réceptionneur qui va après lui lire la trajectoire de cette balle que le botteur a envoyée pour après derrière la saisir. Et enfin, derrière, tu avais aussi une expertise sur les individualités en face desquelles je sautais. Donc, est-ce que c'est des joueurs qui prennent le ballon plutôt derrière, plutôt devant? Est-ce qu'ils marchent plutôt bien quand on leur tape dessus, quand on leur tape devant? En fait, tu as toute une expertise à développer par de l'analyse vidéo qui permet de comprendre là où il faut guider ton botteur pour le coup de pied. Alors après, c'est quand même le botteur qui décide où il tape, mais il faut quand même avoir une discussion en amont pour déterminer quelles sont les meilleures zones à cibler sur cette équipe-là et sur ces joueurs qui sont positionnés à cet instant T-là sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu cette symbiose, c'est un peu cette synergie entre ces trois caractéristiques qui permet de développer une forte compétence dans l'air et en rugby à 7, plus que juste la détente. On sait que les Fidji sont quand même très forts au rugby à 7. Est-ce que c'est l'équipe qui t'a le plus impressionné ou est-ce que tu en as une autre à laquelle on ne pense pas forcément et que tu retiendrais peut-être autant que les Fidji, au-delà du côté historique des Fidji à 7? Ouais, oui, c'est sûr que les Fidji, c'est double champion olympique. En fait, ils ont une manière de jouer qui leur est unique. C'est une équipe qui joue dans le désordre, une équipe qui joue arrêtée, avec comme grosse force notamment leur changement de rythme et leur capacité physique à casser des plaquages. Et donc, c'est une équipe qui a longtemps posé beaucoup de soucis à ses adversaires parce que je pense difficulté à les lire, difficulté à comprendre leur stratégie de jeu, et puis aussi peut-être une exigence au plaquage qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, ouais, c'est une équipe qui est impressionnante pour le jeu qu'elle produit et aussi parce que je pense que c'est une équipe qui a vraiment posé une signature dans le rugby à 7, quoi. Ils ont vraiment développé un jeu particulier au rugby à 7 et là où d'autres équipes pouvaient peut-être imprimer un jeu du 15 vers le 7, là, c'est vraiment un jeu spécifique au rugby à 7 qu'elle a développé et qui leur a permis d'être au sommet de ce sport pendant des années jusqu'à l'arrivée des Français qui ont pris le titre olympique là, cette année. Donc, ouais, ouais, non, c'est clair que les Fidji sont définitivement une équipe qui marque énormément. Après, tu as des équipes aussi comme la Nouvelle-Zélande qui ont toujours trouvé beaucoup de constance avec des joueurs de très bon calibre et des jeunes qui arrivent à être très vite performants. Euh, mais ouais, non, c'est vrai que les Fidjiens restent quand même une institution au rugby à 7, bien que doucement remis en cause par les Français. Tu fais quand même de belles performances et pourtant t'es pas appelé pour justement ce tournoi olympique en France, du coup en 2024 pour les JO. Comment Mhm. tu le vis? Est-ce que tu t'y attends? Bah écoute, oui, oui, je le vis forcément difficilement parce que c'est un moment aussi qu'on attendait, enfin moi que j'attendais aussi particulièrement, pour lequel je me suis entraîné depuis la fin des Jeux Olympiques de Rio. Alors même plutôt la non-qualification plutôt, pardon, à Tokyo, des Jeux Olympiques de Tokyo. Et forcément, c'est un moment très difficile quand tu apprends que t'es pas sélectionné, que t'es pas sélectionné. Maintenant, est-ce que je le ressentais ou pas? Oui, malgré tout, parce qu'en fait. Euh, Tout se passe bien jusqu'à la saison 22-23 et ensuite la saison 23-24 qui aboutit sur les Jeux Olympiques est pour moi très difficile. J'ai la sensation que j'atteins mon plafond de verre, que je suis allé au maximum de mes capacités sportives et donc que je peine à progresser sur les points sur lesquels on m'attend, c'est-à-dire le jeu dans l'attaque, enfin le jeu offensif, les passes après contact, les offloads, la continuité du jeu. Et sur ça, voilà, j'avais du mal encore à casser les lignes et à vraiment être un joueur capable de mettre son équipe dans l'avancée offensivement. Et donc, c'est ce sur quoi on m'attendait sur l'année 23-24. Et voilà, j'ai poussé du mieux que je pouvais pour essayer d'être au niveau sur ça, mais j'ai senti que ça marchait pas forcément et que derrière, j'avais quand même des joueurs en parallèle qui, eux, augmentaient fortement leurs compétences sur ce domaine-là, mais pas que. Je pense à Antoine Zegdar, Andy Timo, à tous ces joueurs en fait qui ont été Tony Truant aux Jeux Olympiques et qui ont largement mérité leur place. Et c'était bonnes personnes aux bons endroits puisqu'ils ont été champions olympiques. Donc voilà, pour moi, c'était très dur à vivre sur le moment. Maintenant, je m'y attendais parce que j'avais conscience de ma contre-performance sur l'année 23-24 et aussi d'une forte performance des autres joueurs à mon poste.
Et après, derrière, bah, tu sais, tu la gères aussi de manière. Voilà, à ce moment-là, faut mettre un peu son ego de côté et surtout voir la part de responsabilité que tu as dans la performance collective. Et au final, on se rend compte que ce titre olympique, bien sûr, hein, ça sera que les 12 joueurs qui vont briller dans les médias et qui ont fait les défilés, qui ont eu la médaille d'honneur et la Légion d'honneur et compagnie. Donc, bien sûr que c'est eux qui prennent la lumière. Mais derrière, c'est une aventure collective d'une trentaine, quarantaine quasiment de joueurs depuis 2021, quelque chose comme ça, même depuis 2016, depuis 2017, si on compte l'arrivée des Jérôme Daré à ce moment-là. Donc voilà, faut juste accepter que tu vas pas être sur les photos, mais que derrière, tu sais, tu comprends ta part de responsabilité dans cette victoire-là et que tu sais comment tu y as contribué. Donc voilà, c'est un exercice un peu mental et perso qui est pas évident à mener, mais en fait, il faut juste un petit peu de temps, il faut être indulgent avec soi-même et se permettre de vivre ce moment pleinement et après derrière d'avancer. Quel regard tu portes avec du recul sur cette équipe de France? Bah écoute, quel regard? Moi, je porte un regard ultra positif, hein, parce que c'est les champions olympiques. Donc, moi, je suis très fier de ce qu'ils ont réalisé, très fier aussi de la façon dont ils ont navigué la compétition, parce que je peux que imaginer la pression énorme qui devait reposer sur leurs épaules avec 4000 personnes dans le Stade de France, première compétition des Jeux Olympiques. Et puis voilà, de fortes attentes aussi liées à la présence d'Antoine Dupont dans l'équipe et beaucoup d'exposition. Donc franchement, ils ont réussi à gérer quelque chose qui aurait pu être quand même qui avait des facteurs perturbants très importants. Ils ont très bien réussi à le gérer. Ils ont réussi à rester très concentrés sur la performance et uniquement sur la performance. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de leur part. En plus de ça, ils entament la compétition avec. Bah, on sent que voilà, ils sont encore un petit peu en marge de ce qu'ils sont capables de faire de mieux, avec un match contre l'Uruguay un peu difficile notamment. Donc voilà, ils ont réussi en fait à faire une montée en progression tout au long de la compétition qui leur a permis d'être monstrueux sur la finale face aux Fidji. Et voilà, moi le regard que je porte, c'est hyper impressionné parce qu'encore une fois, il y avait des facteurs perturbants dans tous les sens. Et ils ont réussi à garder la tête froide et à rester focus sur leur performance tout au long de la compétition. Et ça, moi, je trouve que c'est remarquable. Quel regard tu portes sur justement l'arrivée d'Antoine Dupont pour les JO? Il y a beaucoup de gens qui l'ont décrié. Ton point de vue, c'est quoi? Bah, mon point de vue, c'est que c'est pareil, très positif, hein. C'est un mec qui est arrivé dans une équipe sur la pointe des pieds avec beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un qui connaissait déjà une bonne partie de nos combinaisons avant même de mettre les pieds dans l'équipe. Donc, ce qui montre qu'il s'est déjà intéressé à nous, ce qui montre aussi qu'il a été intégré par notre staff pour pouvoir arriver lancé et arriver sur une dynamique d'évolution et pas juste sur une dynamique d'un départ à zéro. Donc, ça montre que lui s'est intéressé aussi à nous et à notre jeu. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis après, derrière, il a apporté un énorme, une forte visibilité et beaucoup d'exposition au rugby à 7 et à notre équipe. Donc moi, je trouve que c'est très positif. Le management a vraiment fait une masterclass une masterclass dans l'intégration et dans l'organisation pour faire venir un joueur de ce calibre-là. Ils ont réussi à montrer que c'était possible d'organiser la venue d'un joueur en s'alignant avec bah, ce joueur, son club et l'équipe de France pour aménager un planning qui lui permette d'être performant le jour J. Donc voilà, si c'est un message fort aussi envoyé à tous ceux qui prétendent vouloir faire du 7. Voilà, et si Antoine Dupont l'a fait et ça a été organisé, ça peut être organisé pour tous les joueurs qui le désirent, du moment que, comme Antoine l'a fait, hein, qu'ils arrivent avec l'envie d'eux et les bonnes intentions. Et donc moi j'ai énormément de respect pour ce gars-là, pour ce qu'il a apporté, et je suis très heureux de aussi son titre de meilleur joueur du monde de rugby à 7. Donc voilà, c'est très positif pour moi. De son côté, quand il arrive avec le Seven, il a beaucoup de choses à apprendre. Mais du coup, de Mhm. votre côté à vous, qu'est-ce qu'un joueur comme ça vous amène? Ben, un joueur comme ça, en fait, il amène son exigence. On va dire, il déteint de manière très positive sur les autres joueurs. Tu sais que tu es à côté du meilleur joueur du monde, que ça force en fait la précision, ça force à aller chercher plus loin, ça te force à donner le meilleur de toi par rapport à ce joueur-là, et ça a un effet de contagion en fait très positif sur les performances des autres. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il a apporté. Il a vraiment apporté sa classe, son haut niveau, sa précision, son exigence, et derrière, ça a eu un impact très positif sur les autres. Et après, en effet, le
rôle d'un leader et dans l'accompagnement de l'intégration de ce joueur-là, c'est lui donner les clés là où il en a besoin, l'aider à comprendre les subtilités du jeu, lui passer en fait toute l'expérience que nous on a pu acquérir au fil du temps et qu'il n'a pas dans ce sport-là pour l'aider à être performant et à mettre surtout en place ses forces parce qu'il en a des très fortes et il faut juste pouvoir faire en sorte qu'il se sente à l'aise dans le jeu, dans la dynamique de jeu pour mettre en valeur ses forces. Donc voilà, il a apporté, moi je pense, tout ce rayonnement-là sur le jeu et le terrain, notamment auprès des joueurs qui l'ont entouré. Euh, c'est quand même, il a pris très vite de l'importance. De ton côté, du coup, tu t'es un peu entraîné avec lui. Qu'est-ce que tu penses au-delà du côté sportif qui est exceptionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort dans sa personnalité que personne connaît ou que pas grand monde connaît et qui peut être intéressant à connaître sans rentrer trop dans son intimité aussi, peut-être? Ouais, bah après, pour moi, c'est un mec humain, hein, c'est un mec ultra humain, mais ça, y a pas besoin de s'entraîner avec lui pour le ressentir, hein. Il faut juste regarder la façon dont il s'exprime, notamment dans les médias, la façon dont il se comporte. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en fait très humain, qui est très proche des gens et qui donne absolument pas l'impression sur le papier d'avoir le enfin, voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Je pourrais très bien comprendre qu'il paraisse beaucoup plus inaccessible, et pourtant, en fait, il le reste. Et c'est un joueur qui, pour moi, donne cette impression et qui l'est réel, hein, qui est d'être proche des gens et d'être vraiment très, très humain à la fin. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de plus que j'ai rien vu de plus que ce qu'il montrait déjà et l'a priori positif que je pouvais déjà avoir sur lui. Maintenant, est-ce que ça sera la réponse de ceux qui l'ont d'autant plus côtoyé, notamment dans le cadre olympique, je pense. Mais tu pourras peut-être demander ça à d'autres joueurs que tu intervieweras. Et je fais un petit clin d'œil à Aaron si jamais il est dans les parages et qu'il entend ça. Euh, si t'as arrêté ta carrière là justement cette année, t'es passé consultant justement rugby à la chaîne L'équipe. C'est quoi ton œil sur la prise de position du Seven au niveau des médias, l'évolution sur ces points-là? Bah écoute, c'est très positif. La chaîne L'équipe a acheté les droits pour diffuser le rugby à 7 en France, ce qui veut dire que le rugby à 7 est désormais en clair et en direct ou parfois en semi-direct sur le canal 21. Et donc ça, c'est très très positif pour l'équipe de France de rugby à 7. Ça montre que le sport est en train de progresser et que maintenant on va avoir une audience et une possibilité d'accès au contenu du rugby à 7 qui va être très large. Et donc ça, c'est forcément, je suis très content que le rugby à 7 gagne en visibilité parce que c'est un sport qui le mérite et qui l'a prouvé d'ailleurs tout au long des Jeux Olympiques en rassemblant des centaines de milliers de personnes dans le terrain dans le stade et en dehors. Donc ouais, non, moi je suis très content. Et puis derrière, voilà, voir que des médias comme la chaîne L'équipe investissent pour ce sport-là, c'est forcément très positif. Comment justement cette opportunité de devenir consultant, elle s'est ouverte à toi? Bah écoute, moi c'est quelque chose que j'avais verbalisé très tôt en fait à la fin de ma carrière quand je pressentais que j'allais arrêter, j'avais quand même aussi moi positionné je me m'étais positionné parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je pense que le rugby à 7, en fait, c'est un sport qui paraît simple parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur le terrain, donc c'est quelque chose c'est un sport qui est très lisible et chacun peut se l'approprier. Mais en fait, c'est un sport qui regorge d'énormément de subtilités techniques, tactiques, stratégiques, et c'est un sport qui est voilà, dont le collectif et la part du collectif est finalement très importante, même si on l'associe souvent à un sport avec beaucoup de fortes individualités qui peuvent traverser le terrain, et ça c'est vrai, ça arrive aussi, mais il y a une forte dominante stratégique et collective, et en fait ça, pour la réussir à la traduire au grand public et la vulgariser, bah, il faut avoir fait ce sport-là, ou il faut en tout cas être un vrai expert de ce sport, et donc pour moi c'était hyper important que ce soit un expert du rugby à 7 qui commente le rugby à 7 pour pouvoir mettre en lumière justement ces subtilités-là
là, les dynamiques, ce que le public ne voit pas forcément, ce que même voilà, quelqu'un qui connaît bien le rugby ne voit pas forcément. Il faut l'avoir joué, il faut l'avoir pratiqué, et je me sentais dans une posture idéale pour pouvoir transmettre ces messages-là autour de la performance du rugby à 7. Et donc, j'ai eu la chance que les choses s'alignent plutôt bien pour moi, et surtout pour le rugby à 7 avec rachat par l'équipe des droits. Et derrière, on m'a contacté pour que je puisse prendre la main sur Dubaï, Afrique du Sud, et sur les 5 tournois là qui restent sur la saison. Cette reconversion, du coup, tu l'as réfléchi longtemps avant d'arrêter? Comment ça s'est fait? Bah écoute, en effet, c'est un bon point à la fin des Jeux Olympiques. Donc, j'apprends que je suis pas sélectionné. En réalité, je l'apprends très tard parce que je suis réserviste jusqu'à 36 heures avant le début de la compétition. Donc, je crois que la compétition était un truc comme le mercredi. Donc, en fait, jusqu'au lundi soir, quelque chose comme ça. En fait, tu dois toujours être mobilisé mentalement, nerveusement, physiquement, dans le cas d'une blessure ou d'une hécatombe de blessure pour être appelé et jouer dans l'équipe. Donc, il faut pouvoir être très prêt à ça, et donc jusqu'à 36 heures avant, tu es prêt. Et ensuite, derrière, en fait, tu rentres quand même dans la machine à laver de l'événement. Et là, à ce moment-là, je me pose plus trop la question de je continue, j'arrête. Pour moi, c'était vraiment étape par étape. Cette question, je me la suis posée à la fin des Jeux Olympiques. Est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin des JO, je ressentais un fort besoin de m'isoler pour prendre cette décision. Et donc, je suis parti marcher pendant 5 jours en Normandie suisse, dans l'ouest de la France, pour réfléchir, prendre de la distance avec tous les événements, toutes les émotions que j'avais pu vivre, qui étaient quand même très très fortes, et ensuite prendre la meilleure décision et la décision la plus éclairée sur continuer ou arrêter. Et je décide d'arrêter parce que je considère que je suis allé au bout de mes capacités sportives, et que justement cette ambition que j'ai toujours eue de transmettre aux jeunes par le terrain initialement, en fait, elle peut se faire autrement et par les médias. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup poussé pour pouvoir prendre l'opportunité, l'intervalle, s'il se présentait, de commenter ce sport. Et puis, par ailleurs, de aussi publier des articles comme je le fais maintenant sur Rugby Pass, et j'espère sur d'autres médias ou d'autres journaux à venir, pour encore une fois voilà, transmettre mon expertise du rugby à 7, parce qu'encore une fois, je pense que ce rugby-là, il est quand même très particulier, il regorge de subtilité, et un rugbyman à 7 reste pour moi enfin, c'est important que ce soit quelqu'un qui ait vécu voilà, cette performance-là et ce sport-là pour en parler. Du coup, tu commentes les matchs de Seven. On en a parlé un peu tout à l'heure en off, mais l'idée de commenter du 15, les matchs de l'équipe de France diffusés par l'équipe, etc., tu as pensé? Ouais, ouais, j'y pense parce qu'au final, si je regarde ma carrière, j'ai 23 ans de carrière, j'ai 12 ans de rugby à 15 et 11-12 ans de rugby à 7, quasiment. Donc voilà, le rugby à 7 ou rugby à 15, ça reste à la fin quand même, ça reste à la fin du rugby, même si je souligne encore une fois les subtilités des deux sports. Et je pense qu'il faut pouvoir bien se plonger dans le quotidien de ces joueurs-là, de ces athlètes-là, pour aller chercher les subtilités et surtout le vulgariser auprès du public. Et je pense que voilà, aujourd'hui, j'ai cette capacité à pouvoir vulgariser les dynamiques de jeu, à pouvoir rendre le contenu compréhensible pour un public peut-être moins averti ou moins, ouais, moins expert de ce sport-là. Et donc, moi, voilà, c'est aussi ça que j'ai envie de saisir comme opportunité, c'est transmettre le rugby, transmettre ma passion du rugby, que ce soit du rugby à 7 ou du rugby à 15, être en mesure de pouvoir en parler de la meilleure manière possible pour donner envie aux gens de suivre nos équipes de France, de suivre nos clubs, et ensuite derrière de se mettre au rugby et d'augmenter le nombre de licenciés de cette pratique-là. Donc voilà, ça reste humble parce que je pense que commenter un match ne procure pas, n'implique pas forcément toujours chez les gens de directement inscrire leurs enfants dans un club de rugby. Mais en tout cas, si modestement je peux contribuer à rendre ce sport un peu plus compréhensible, je le ferai, que ce soit du 15, du 7, pour encore une fois mettre le pied à l'étrier et convertir des gens qui avaient peut-être l'intuition que le rugby était bien, mais qui en ont maintenant la certitude, parce qu'ils comprendront ce qu'ils verront et ils percevront la subtilité stratégique et tactique du jeu. Cette idée-là, justement, d'avoir un expert, tu l'as dit, pour toi, elle est importante. Par quel biais t'essaies de faire passer, de faire comprendre ta passion? Hmm. Bah écoute, c'est une bonne question. Moi, c'est bien sûr la communication par la voix, par le rythme, mais en fait, je pense que c'est surtout par la vulgarisation de ce qui se passe. En fait, je pense qu'il faut prendre moi, j'essaie toujours de prendre
enfin, je me dis pas que le spectateur, enfin, je me dis que le spectateur a quand même une capacité à comprendre ce qu'on lui dit. Et il faut pas avoir peur de rentrer dans de la technique, de rentrer dans de la dynamique de jeu, de rentrer dans le détail de ce qu'on voit du moment que c'est expliqué simplement de manière concise et claire. Donc, moi, je regarde en fait le spectateur par le prisme d'une personne intelligente qui est capable de comprendre une dynamique de jeu et qui, à la fin, même si elle ne connaît pas le rugby à 7, est quand même capable de comprendre les enjeux. Parce qu'en fait, c'est des enjeux qui vont être assez génériques. Du moment qu'on regarde du sport, on comprend ce que veut dire la pression d'un dernier ballon, on comprend ce que veut dire un choix tactique en défense, un choix tactique en attaque, on comprend ce que veut dire se resserrer autour d'un ballon, voilà, on comprend l'avant-dernier de l'attaque française, on est capable de comprendre les enjeux d'un sport et la dynamique d'un sport du moment que c'est expliqué de manière assez générique pour que la personne, et puis je pense que les personnes en plus qui regardent la chaîne L'équipe sont aujourd'hui quand même alors peut-être pas tous des fans de sport, mais je pense que c'est des gens qui sont quand même, qui ont regardé quand même avisés sur les pratiques sportives. Et donc voilà, il faut prendre il faut respecter les spectateurs et leur niveau de compréhension, et il faut pas rendre trop, faut trouver le juste milieu entre rendre quelque chose très générique et rendre quelque chose très technique et spécifique. Et je pense que moi, c'est là, j'essaie vraiment de mettre le curseur entre les deux pour apporter du concret, de la technique, tout en le gardant générique pour que la personne puisse se rattacher à ce qu'elle connaît, que je ne connais pas, mais ce qu'elle connaît pour décrypter un match de rugby à 7. Du coup, au final, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta vie, du coup, maintenant de consultant pour la suite? Bah écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer de commenter du rugby, que ce soit du 7 ou du 15. Et surtout pour moi, ce qui me ferait rêver, c'est de commenter une équipe victorieuse de rugby à 7 française, qu'elle soit masculine ou féminine, puisque je commente les filles et les garçons. Et donc voilà, on peut que me souhaiter en tant que commentaire de passer des magnifiques week-ends à commenter les médailles d'or de nos Français et Françaises, que ce soit encore une fois sur un terrain de 7 ou de 15. Mais voilà, on peut que me souhaiter que les équipes de France performent pour rendre le boulot encore plus passionnant et vibrer à leur côté. Et puis si ça ne sera pas le cas, bah, c'est pas grave, on assumera, on soutiendra l'effort de progression parce que voilà, on reste quand même sur un cycle olympique, un début de cycle olympique avec plus de 50% de l'équipe qui a changé chez les filles et chez les garçons, avec des nouveaux entraîneurs de part et d'autre. Donc il faut accepter que la performance ne soit pas linéaire et que ça soit des hauts et des bas. Et en tant que commentateur, moi je lâcherai jamais l'équipe parce qu'elle est un peu moins forte ou un peu meilleure. Au contraire, je la soutiendrai dans tous les moments et même les plus durs. Donc voilà, on peut que me souhaiter que les équipes de France, en tout cas, performent du mieux qu'elles puissent et qu'elles nous fassent tous vibrer. Si, dernière question, c'est un petit appel du pied. Quel type de joueur tu voudrais voir à mes côtés sur les prochaines émissions, du coup, si tu en as deux, trois à citer? Deux, trois, ouais. Alors, je pense que allez, on va dire au moins deux joueurs en tête. Aaron Grandidier, qui est un champion olympique de rugby à 7, qui est passé par l'équipe de France donc l'équipe de France de rugby à 7 et qui a un profil atypique puisque maintenant en fait, il est retourné à 15 à Pau. Donc c'est pas ça qui le rend atypique, mais ce qui le rend atypique, c'est qu'en parallèle, il adore la musique et qu'il a je pense, carrière à venir de DJ, producteur, je sais pas trop. Mais en tout cas, il est dans cet univers musical-là et moi, je trouve ça passionnant d'avoir des joueurs comme lui qui sont capables de mener de front des carrières olympiques, en parallèle retourner à 15 et derrière aussi s'éclater aux platines. Et puis Stéphane Parès qui est aussi dans la même trempe qu'Aaron Grandidier, quelqu'un qui a commencé à 7 avec moi, qui est encore à 7, qui est champion olympique, qui a une vie aussi faite de haut et de bas, mais surtout de grandes performances, hein, et qui est à côté de ça un fanat de cuisine et de bonne nourriture. Donc voilà, en fait, c'est des profils et c'est des gens qui sont capables de parler de rugby, mais pas que, aussi de leur passion en parallèle. Et moi, je suis admiratif de ce qu'ils ont construit. Donc voilà, c'est peut-être les appels du pied que tu pourrais faire auprès de ces deux gars-là qui apporteront forcément de la valeur à ton émission. Merci beaucoup, Jonathan. Super, merci à toi, Charles.